Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qui traverse véritablement l'esprit masculin lorsqu'il réalise que votre estime personnelle surpasse les sentiments que vous éprouvez à son égard? Ce n'est ni agréable, ni tendre, ni rassurant. C'est un choc intérieur, mutique mais ravageur pour sa fierté. Comprendre ce mécanisme ne vise pas à vous réconforter, mais plutôt à vous permettre de percevoir avec netteté le processus psychologique qui s'enclenche quand un homme prend conscience qu'il ne peut plus vous garder à n'importe quel prix. Dans cette présentation, vous allez découvrir les 6 étapes précises que traverse un homme face à votre affirmation personnelle. De la perplexité initiale, en passant par une fracture intérieure, jusqu'au moment où la dynamique relationnelle bascule définitivement. Si vous partez avant la conclusion, vous manquerez la séquence la plus déterminante, celle qui distingue la femme qui finit par céder à nouveau de celle qui ne sera plus jamais considérée comme acquise. Cette présentation n'est pas ordinaire. C'est celle qu'il vous faut écouter intégralement si vous souhaitez éviter de vous égarer par amour. Alors n'hésitez pas à manifester votre intérêt, rejoignez-nous si ce n'est déjà fait, et passons directement à la première étape, ce moment précis où il perçoit que vous n'êtes plus une évidence négociable. Soyez très attentive, car ici se brise une illusion très répandue. Un homme ne réalise pas qu'il est en train de vous perdre au moment de votre départ. Il le ressent lorsqu'il ne parvient plus à influencer vos émotions en sa faveur. Il ne s'agit pas d'une frontière verbale, ni d'un ultimatum, ni d'une déclaration formelle. C'est une transformation silencieuse dans votre positionnement intime. Et quand cela survient, il le ressent avant même de le saisir intellectuellement. Permettez-moi de vous l'expliquer à travers une situation concrète, car ce phénomène ne s'apprend pas en théorie. Il se saisit par l'expérience vécue. Chris Bell est arrivé en consultation avec un parcours qui se répète bien plus souvent qu'on ne l'imagine. C'était une femme aimante, sensible, engagée sur le plan affectif. Elle ne suppliait pas, ne poursuivait pas, ne créait pas de scène théâtrale. Vue de l'extérieur, n'importe qui aurait affirmé qu'elle possédait de la dignité. Mais intérieurement, elle se compromettait en silence. Elle tolérait de petites incohérences, des attentes prolongées, des promesses qui s'évaporaient, des présences irrégulières qu'elle justifiait avec maturité. Elle ne protestait pas pour éviter de faire pression, n'exigeait rien pour ne pas sembler excessive, et ne s'en allait pas car elle pensait que l'amour implique aussi de la patience. C'est là que réside l'angle mort. Pendant que vous croyez faire preuve de compréhension, votre esprit apprend que votre position est malléable, et lorsque vous êtes flexible, l'esprit de l'autre s'installe confortablement. L'homme avec qui Chris Bell était en relation n'était pas malveillant, mais il n'était pas non plus contraint d'évoluer. Pour quelle raison ? Parce qu'elle arrivait toujours un temps après elle-même, même si cela ne transparaissait jamais, jusqu'à ce que quelque chose se modifie. Et c'est ici que je souhaite attirer votre attention. Il ne s'est pas agi d'une séparation, ni d'un ultimatum, ni d'une altercation dramatique. Ce fut quelque chose de silencieux, mais infiniment plus puissant. Chris Bell a cessé de se trahir dans les détails. Elle n'a rien annoncé, n'a rien expliqué, n'a pas prononcé de discours sur l'estime de soi. Elle a simplement commencé à agir depuis une cohérence intérieure. Quand quelque chose ne lui convenait pas, elle ne le justifiait plus. Quand quelque chose la dérangeait, elle ne le tolérait plus. Quand elle sentait qu'une situation n'était pas alignée, elle n'attendait plus de voir si cela s'améliorerait. Le mécanisme psychologique essentiel, elle ne l'a pas quitté. Elle est revenue à elle-même. Ce mouvement change absolument tout. Lorsque vous revenez à vous, vous cessez d'être négociable sans avoir besoin de le formuler. Votre énergie arrête de quémander, de s'adapter, d'accommoder l'autre pour l'empêcher de partir. Et la psyché masculine perçoit cela comme une perte de maîtrise émotionnelle, non pas de domination, mais d'accès. La sensation qu'il ne vous a plus assuré, même si vous restez présente, constitue la première fracture véritable. Ce n'est pas qu'il se dise consciemment qu'il va vous perdre. Sa psyché va beaucoup plus en profondeur, et c'est ce qui ébranle sa fierté. Il ne contrôle plus la dynamique affective, et quand un homme perçoit qu'il a perdu cette maîtrise, il commence à vous regarder différemment,
à mesurer chaque geste, à observer chaque mouvement, à se questionner, non pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous avez cessé de vous manipuler vous-même pour le retenir. C'est là que commence la transformation authentique. Et je veux que vous conserviez ceci comme votre ancrage pratique. Je n'ai pas besoin de m'éloigner pour cesser d'être négociable. J'ai besoin de revenir à moi-même. Avec cela, l'échiquier relationnel s'est déjà déplacé. L'étape suivante est plus profonde. Pourquoi votre dignité génère-t-elle davantage de respect que tout l'amour que vous lui avez offert ? Comment sa psyché commence-t-elle à comparer inconsciemment ce qu'il avait avec vous avec ce qu'il ne peut plus obtenir aussi facilement ? C'est là que le jeu intérieur devient irréversible. Deuxième étape, la dignité. D'abord, l'accepter fait mal, mais une fois que vous le comprenez, cela vous libère de manière définitive. L'amour n'est pas ce qui ordonne l'esprit masculin. Ce qui l'ordonne véritablement, c'est la structure intérieure depuis laquelle vous aimez. Voici l'erreur que presque toutes commettent avec les meilleures intentions. Nous croyons qu'aimer davantage, donner davantage, comprendre davantage, soutenir davantage éveillera le respect. Mais il se produit exactement l'inverse. L'amour dépourvu de dignité devient un paysage familier. La dignité incarnée réorganise les hiérarchies internes. Pour l'illustrer, observons Sandra, une patiente. Elle possédait un amour profond, non pas issu du manque, mais d'un don authentique. Elle écoutait, accompagnait, était présente émotionnellement, elle était un soutien pur. Pendant longtemps, elle a cru que c'était là sa plus grande valeur, mais il y avait quelque chose qu'elle ne saisissait pas. Plus elle aimait, moins sa parole avait de poids. Plus elle était présente, plus il était facile de la remettre à plus tard. Plus elle comprenait, moins ses frontières étaient respectées. Sandra n'était pas invisible, elle était accessible. Et cela fait toute la différence. L'homme avec qui elle était ne la considérait pas comme insignifiante. Il la considérait comme certaine. Certain qu'elle comprendrait, qu'elle pardonnerait, qu'elle attendrait. Et voici la vérité inconfortable. Quand quelqu'un se sent assuré de ne pas vous perdre, il n'a pas besoin de s'élever pour être avec vous. Sandra est arrivée en consultation brisée par une phrase qui semblait anodine, mais qui était dévastatrice. Il me dit qu'il m'aime, mais il ne me choisit pas. C'est là la clé. L'amour peut coexister avec le confort. Le respect, non. Le respect émerge quand l'autre perçoit qu'il ne peut franchir certaines limites sans perdre l'accès à vous. Sandra n'avait pas cessé d'aimer. Elle avait perdu quelque chose de plus important. L'autorité émotionnelle sur son propre espace. Le tournant s'est produit quand elle a compris ceci. Mon amour n'est pas erroné. Ma position, si. Elle n'a pas cessé d'aimer, elle a cessé de se donner sans structure. Elle a commencé à faire quelque chose qui au début lui a fait peur, maintenir sa dignité même quand l'amour la poussait à céder. Voici le noyau de cette étape. La dignité n'est pas de la dureté, c'est de la cohérence maintenue sous pression émotionnelle. Sandra a commencé à remarquer quand son amour la conduisait à se justifier, quand son affection la poussait à accepter des incohérences, quand son désir de prendre soin de l'autre la faisait se négliger elle-même. Elle a alors fait le mouvement le plus important. Elle a cessé d'aimer depuis le sacrifice et a commencé à aimer depuis la limite. Non pas depuis la punition, non pas depuis l'orgueil, mais depuis la vérité. Quand quelque chose n'était pas aligné, elle ne le recouvrait plus d'amour. Quand quelque chose lui faisait mal, elle ne l'adoucissait plus pour ne pas déranger. Quand il n'y avait pas de réciprocité, elle ne le maintenait plus seul. Cela a produit quelque chose de très concret dans l'esprit de l'homme, de la confusion. Il continuait à recevoir de l'amour, mais il ne trouvait plus d'auto-abandon. Cela déstabilise, car beaucoup d'hommes confondent inconsciemment l'amour avec la disponibilité totale. Quand vous aimez mais ne vous livrez pas sans condition, cela rompt sa carte intérieure. Sandra n'était plus celle qui aime quoi qu'il arrive. Elle était celle qui aime mais ne se trahit pas. Cette combinaison impose le respect sans le demander. Il a commencé à mesurer ses paroles, à réfléchir avant d'agir, à réaliser que la marge qu'il avait auparavant n'existait plus. Non pas parce que Sandra l'exigeait,
mais parce que sa dignité n'était pas disponible pour être ignorée. Phrase clé à retenir. L'amour attire, la dignité sélectionne. Sans cadre, l'amour déborde et se dévalorise. Avec un cadre, l'amour devient précieux, car il n'est ni infini, ni gratuit. Sandra n'a pas érigé de murs, elle a érigé des critères. Cela génère du respect, quand l'autre perçoit que tout n'est pas permis, même s'il y a de l'amour dans votre existence. Cela se traduit ainsi. Votre dignité commence à activer plus de respect que tout votre amour. Vous cessez d'utiliser l'amour comme anesthésie. Si vous voulez appliquer cela concrètement, voilà l'exercice. Identifiez une situation dans laquelle vous vous êtes trahi ces derniers jours. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai justifié alors que je savais que ce n'était pas aligné ? Maintenant répondez, que ferait une femme qui maintient sa dignité dans cette même situation ? Ne changez rien extérieurement, changez votre position intérieure. Le reste suivra naturellement. Maintenant vient quelque chose que peu de personnes comprennent. Pourquoi après ce changement, il commence à se comporter différemment sans que vous ayez besoin de dire un seul mot ? C'est ce que nous allons décortiquer maintenant. Troisième étape, le choc silencieux. Ici se produit quelque chose qui passe souvent inaperçu, mais qui redéfinit absolument tout. Un homme ne réagit pas immédiatement quand vous changez votre positionnement. Il y a une phase de latence, un moment où il continue d'agir comme si rien ne s'était passé, mais intérieurement quelque chose s'est fracturé. Ce qui se passe dans sa psyché pendant cette phase est déterminant. Il commence à percevoir ce que j'appelle une dissonance émotionnelle. Il continue de recevoir votre présence, votre affection, mais quelque chose d'essentiel a disparu, la flexibilité inconditionnelle. Et cela, même s'il ne peut pas le verbaliser, génère une alerte intérieure. Laissez-moi vous expliquer avec Paola, une autre patiente. Après avoir travaillé sur sa dignité et repositionné sa manière d'aimer, elle a arrêté de faire quelque chose de très spécifique, anticiper ses besoins émotionnels. Auparavant, si elle sentait qu'il était distant, elle s'approchait. Si elle percevait qu'il doutait, elle rassurait. Si elle remarquait qu'il se refermait, elle ouvrait l'espace. Elle compensait avant que les choses ne se brisent. Mais après son travail intérieur, elle a simplement cessé de faire cela. Elle ne s'est pas éloignée, ne s'est pas fermée, n'est pas devenue froide. Elle est simplement restée dans son centre. Si lui était distant, elle respectait cette distance sans la combler. Si lui doutait, elle le laissait traverser son doute sans le sauver. Si lui se refermait, elle ne forçait pas l'ouverture. Cela a produit quelque chose de très concret chez l'homme. Pour la première fois, il a dû ressentir ses propres états émotionnels sans qu'elle les adoucisse. Et cela l'a désarçonné profondément. Avant, il pouvait être instable parce qu'elle était la stabilité. Il pouvait douter parce qu'elle était la certitude. Il pouvait se déconnecter parce qu'elle était la connexion permanente. Maintenant, ces ressources ne sont plus disponibles automatiquement. Cela génère un choc psychologique que la plupart des hommes vivent avec beaucoup d'inconfort. Ce n'est pas de la colère, c'est de la désorientation. Sa carte mentale ne fonctionne plus. Voici ce qui se passe dans son esprit à ce moment. Elle est toujours là, mais je ne la reconnais pas. Elle ne me rejette pas, mais je ne peux plus la contrôler émotionnellement. Elle me traite bien, mais je ne sais plus comment la gérer. Cette confusion est essentielle, parce qu'elle l'oblige à regarder vers l'intérieur. Avant, son attention était tournée vers toi. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Va-t-elle partir ? Va-t-elle réclamer ? Maintenant, l'attention se déplace vers lui-même. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ressens ? Que se passe-t-il avec moi ? Et c'est précisément là que débute la véritable transformation. Parce que pendant des mois, des années peut-être, il a pu naviguer la relation sans se confronter à lui-même. Maintenant, ce n'est plus possible. Il ne peut plus te rendre responsable de ses états intérieurs. Il ne peut plus te demander de le stabiliser. Il ne peut plus utiliser ton amour comme un filet de sécurité émotionnelle. C'est un moment critique, et voici pourquoi. C'est ici que beaucoup d'hommes reculent ou tentent de récupérer le contrôle à travers différentes stratégies. Certains deviennent plus attentifs,
non par amour, mais par inconfort face à la perte de contrôle. D'autres deviennent plus distants, essayant de récupérer la dynamique où tu revenais vers eux. Quelques-uns peuvent même te dire directement que tu as changé, espérant que tu te sentes coupable et reviennes au rôle antérieur. Ici, toi, tu dois faire quelque chose de fondamental. Ne pas réagir. Ne pas te justifier. Ne pas expliquer ton changement. Ne pas revenir en arrière pour apaiser son inconfort. Si tu le fais, tu annules tout le processus. Le message que sa psyché recevrait serait « Elle n'a pas vraiment changé, je peux continuer comme avant ». Mais si tu te maintiens, si tu restes ferme dans ta nouvelle position, sans dureté mais sans flexibilité, quelque chose de très puissant se produit. Le choc silencieux se transforme en reconnaissance intérieure. Il commence à réaliser que le changement est réel, qu'il ne s'agit pas d'une phase, ni d'une stratégie, ni d'une punition. C'est simplement toi, opérant depuis un lieu différent. Et face à cela, il n'a que deux chemins. Grandir pour rester, ou partir parce qu'il ne peut pas. Les deux sont valides, les deux te révèlent la vérité. Et c'est ici que tu dois intégrer quelque chose d'essentiel. Ce processus ne garantit pas qu'il restera. Il garantit que tu ne te trahiras plus. Et cela, peu importe ce qu'il décide, est ce qui transforme véritablement ta vie. Phrase clé. Quand tu arrêtes de compenser son instabilité, il doit finalement se confronter à lui-même. Et ça, personne ne peut le faire pour lui. Maintenant, passons à quelque chose de décisif. Après le choc, vient un mouvement très spécifique dans sa psyché. Il commence à réévaluer ta valeur, mais pas de la manière romantique que beaucoup imaginent. C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus calculé et beaucoup plus révélateur de comment il te percevait réellement. Quatrième étape, il réévalue ta valeur, mais pas ton amour. Voici quelque chose que peu de femmes comprennent. Quand tu changes ton positionnement, un homme ne commence pas à valoriser davantage l'amour que tu lui donnes. Il commence à réévaluer le coût de te perdre. Ce n'est pas la même chose. Et comprendre cela est crucial. Jusqu'à ce moment, sa psyché avait établi une équation inconsciente. Elle est là, elle comprend, elle attend, donc je peux me permettre d'être incohérent, incertain ou absent par moment. Le coût de mes actions est bas parce qu'elle compense toujours. Mais quand tu repositionnes ta dignité, cette équation se brise. Maintenant, sa psyché commence à évaluer différemment. Si je ne change pas, que se passe-t-il ? Si je la perds, qu'est-ce que je perds réellement ? Où vais-je trouver quelqu'un qui combine ce qu'elle offrait avec la manière dont elle se maintient maintenant ? Attention, cela ne signifie pas qu'il tombe amoureux davantage. Cela signifie qu'il commence à mesurer les conséquences réelles de son comportement. Et cela génère quelque chose de très spécifique, une pression psychologique interne. Cette pression n'est pas agréable. Ce n'est pas romantique. C'est profondément inconfortable, parce qu'elle l'oblige à assumer sa responsabilité dans la dynamique. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Lucia, une autre patiente, a vécu cela de manière très claire. Après avoir repositionné sa dignité, son partenaire a commencé à faire quelque chose qu'il ne faisait jamais auparavant. La comparer mentalement. Non pas avec d'autres femmes, mais avec des versions d'elle-même. Il se souvenait de comment elle était avant, toujours disponible, toujours flexible, toujours en train de s'adapter. Et maintenant il la voyait différente, ferme, centrée, non négociable. Et cette comparaison lui a généré quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. De la peur de la perdre définitivement. Pas de la peur romantique, de la peur pragmatique. La peur de perdre quelque chose qu'il ne pourra pas récupérer ni reproduire ailleurs. Voici ce que sa psyché commence à évaluer à ce moment. Je ne la contrôle plus. Ça génère de l'inconfort. Je ne peux plus prédire ses réactions. Ça génère de l'incertitude. Si elle part, qui pourrait-elle trouver ? Ça génère de l'insécurité. Cette femme que je tenais pour acquise ne l'est plus. Ça génère de l'urgence. Et maintenant, attention. Voici le piège dans lequel beaucoup de femmes tombent.
Quand un homme commence à montrer des signes d'inquiétude, d'attention accrue, d'efforts plus visibles, beaucoup de femmes interprètent cela comme de l'amour. Et elles reviennent au rôle antérieur, elles adoucissent leur position, réassurent, retournent à la flexibilité. Erreur critique. Parce que ce qu'il fait à ce moment n'est pas de l'amour, c'est de l'ajustement tactique. Il essaye de récupérer l'équilibre qui lui convenait sans nécessairement transformer sa manière d'être. Comment le distingues-tu ? Par la cohérence temporelle. Si ses efforts sont constants dans le temps, s'il maintient le changement même quand tu ne le récompenses plus avec ta flexibilité, alors c'est une transformation réelle. Mais si ses efforts augmentent quand tu t'éloignes et diminuent quand tu reviens, c'est de la manipulation, même inconsciente. Lucia a appris quelque chose de fondamental ici. Ne réagis pas à ses efforts immédiats. Observe son changement soutenu. Si après des semaines, des mois, il maintient une nouvelle manière d'être, là tu peux évaluer s'il y a eu une transformation réelle. Mais si tu récompenses ces premiers signes d'inquiétude avec ton retour à l'ancienne dynamique, tu lui enseignes qu'il n'a pas besoin de changer vraiment. Juste de montrer un effort temporaire. Et cela annule tout. Maintenant, voici ce qui se passe quand tu ne retombes pas dans ce piège. Quand tu maintiens ta position malgré ces tentatives de récupération, sa réévaluation devient plus profonde. Il commence à comprendre que tu n'es plus une variable qu'il peut manipuler, mais une constante avec laquelle il doit composer. Et ça, cela change fondamentalement la dynamique de pouvoir. Tu n'es plus celle qui s'adapte, tu es celle avec qui il doit décider s'il peut s'aligner. Phrase clé pour cette étape. Sa réévaluation de ta valeur est proportionnelle à ta cohérence pour ne pas retourner au rôle antérieur. Plus tu te maintiens, plus il mesure ce qu'il peut perdre. Plus tu cèdes, plus il confirme qu'il peut continuer comme avant. Maintenant vient quelque chose d'encore plus profond. Après avoir réévalué ta valeur, il y a un moment critique où il doit se confronter à quelque chose qu'il a évité pendant longtemps, sa propre insuffisance. Et c'est là que la vraie transformation peut commencer, où la rupture définitive se confirmer. 5e étape, il se confronte à sa propre insuffisance. Voici une vérité que très peu de personnes nomment clairement. Pendant tout le temps où tu t'ajustais, te sacrifiais et compensais, lui n'avait pas besoin de regarder ses propres insuffisances. Pourquoi ? Parce que tu les couvrais. Chaque fois que lui était inconsistant, tu étais la stabilité. Chaque fois qu'il était absent, tu comblais cette absence. Chaque fois qu'il ne te donnait pas ce dont tu avais besoin, tu apprenais à en avoir moins besoin. En faisant cela, sans le savoir, tu lui permettais d'éviter de se confronter à qui il était réellement dans la relation. Mais quand tu changes de positionnement, quand tu cesses de compenser, quelque chose de très puissant se produit. Ces insuffisances deviennent visibles, non pas pour toi qui les voyais déjà, mais pour lui. Et cela génère un type très spécifique d'inconfort que les psychologues appellent dissonance cognitive. Sa vision de lui-même en tant que bon partenaire, attentif, aimant, se heurte à la réalité de comment il s'est comporté. Et cette collision est profondément déstabilisante. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Gabriella. Après avoir repositionné sa dignité, quelque chose de curieux s'est produit. Son partenaire a commencé à devenir défensif sur des choses qu'elle ne mentionnait même pas. Il s'expliquait sans qu'elle ne demande d'explication. Il se justifiait sur des situations qu'elle n'avait pas abordées. Il parlait de comment il allait changer des choses qu'elle n'avait pas critiquées. Qu'est-ce qui se passait ? Sa propre psyché le confrontait. Il ne réagissait pas à ce que Gabriella disait ou faisait. Il réagissait à ce que sa propre conscience lui montrait. Pour la première fois, il se voyait avec clarté. Et ce reflet n'était pas confortable. Ici se produit quelque chose de très délicat. Beaucoup d'hommes, face à cette confrontation intérieure, ont deux réactions possibles. Certains s'enfuient. Pas nécessairement physiquement, mais émotionnellement. Ils se distancient, minimisent la relation, te font sentir que tu exagères ou que tu changes trop, tout pour éviter de regarder leur propre insuffisance. D'autres grandissent. Ils acceptent l'inconfort, reconnaissent leur manque et commencent un processus réel de transformation.
Comment savoir lequel des deux tu as devant toi? Par ses actions soutenues dans le temps, non par ses paroles immédiates. Un homme qui fuit parle beaucoup, mais change peu. Un homme qui grandit parle peu, mais transforme sa conduite. La distinction est nette si tu sais l'observer. Gabriella a dû apprendre quelque chose de fondamental ici. Ne pas sauver cet inconfort. Quand il se confrontait à ses insuffisances, sa première impulsion était de le rassurer, de lui dire que tout allait bien, que ce n'était pas si grave, que chacun fait des erreurs. Mais faire cela aurait signifié annuler le processus. Parce que ce processus de confrontation est nécessaire. C'est ce qui distingue un homme qui change vraiment d'un homme qui simule le changement pour récupérer le contrôle. Si tu sauves son inconfort, tu lui retires l'opportunité de se transformer. Si tu le laisses traverser cet inconfort, tu lui donnes la possibilité de grandir. Maintenant, voici ce qui se passe quand tu ne le sauves pas. Quand tu le laisses se confronter à lui-même sans intervenir, il doit prendre une décision fondamentale. Est-ce que je veux vraiment changer? Est-ce que cette femme vaut que je fasse le travail intérieur nécessaire? Est-ce que je suis prêt à laisser tomber la version confortable de moi-même? Ces questions ne peuvent pas être répondues rapidement. Elles demandent du temps, de la réflexion et surtout de l'honnêteté personnelle. Et c'est là que beaucoup de relations se définissent. Pas dans les grands gestes, pas dans les déclarations, mais dans ce moment silencieux où lui décide s'il est prêt à grandir ou s'il préfère partir. Et toi, pendant ce temps, tu dois faire quelque chose de très difficile. Accepter que le résultat n'est pas entre tes mains. Tu as fait ta partie. Tu as repositionné ta dignité. Tu as cessé de te trahir. Tu as arrêté de compenser. Maintenant, c'est son tour de décider qui il veut être. Et peu importe ce qu'il décide, tu es déjà en train de gagner quelque chose de beaucoup plus précieux. Toi-même. Phrase clé. Quand tu cesses de couvrir ses insuffisances, il doit finalement décider s'il veut grandir ou partir. Les deux réponses te libèrent. Maintenant vient l'étape où tout ce processus atteint son point culminant. Il doit décider, mais pas comme tu l'imagines. Il ne décide pas s'il t'aime. Il décide s'il est prêt à devenir la version de lui-même nécessaire pour être avec toi. Et cela change absolument tout. 6e étape. Il commence à s'évaluer, pas toi. Voici le grand retournement que peu de femmes comprennent vraiment. Pendant tout le temps où tu te positionnais de manière flexible, lui t'évaluait constamment. Consciemment ou inconsciemment, il mesurait si tu valais son effort, si tu méritais son temps, si tu étais suffisante pour qu'il s'engage pleinement. Il te jugeait constamment, sans se rendre compte qu'il le faisait. Et toi, en t'adaptant, en cherchant à être suffisante, validais ce déséquilibre. Mais quand tu repositionnes ta dignité, quand tu cesses d'être négociable, un mouvement psychologique fascinant se produit. L'évaluation s'inverse. Maintenant, ce n'est plus toi qui l'évalue. C'est lui qui se demande s'il est à la hauteur, s'il peut te garder, s'il offre suffisamment, s'il mérite ta présence. Cette inversion est un changement de pouvoir radical. Parce que maintenant, pour la première fois, il doit se regarder avec les yeux avec lesquels il te regardait avant. Et ce qu'il voit ne lui plaît pas toujours. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Valeria. Après avoir repositionné sa dignité, son partenaire a commencé à se comporter de manière étrange. Il posait des questions qu'il ne posait jamais. « Penses-tu que je suis un bon partenaire? Est-ce que je te donne ce dont tu as besoin? Est-ce que je fais assez d'efforts ?» Valeria, au début, ne comprenait pas d'où venaient ces questions. Il ne s'était jamais interrogé ainsi avant. Qu'est-ce qui avait changé? Très simple. Avant, c'était elle qui se posait ces questions à elle-même. Suis-je suffisante? Est-ce que je donne assez? Est-ce que je mérite son amour? Maintenant, il se posait ces mêmes questions. L'évaluation s'était inversée. Et cela l'a profondément déstabilisé. Parce que pendant tout le temps où tu étais celle qui se questionnait, lui pouvait se sentir en sécurité dans sa position. Il n'avait pas besoin de se remettre en question. Mais quand tu cesses de te questionner,
Quand tu opères depuis la certitude de ta propre valeur, lui perd cette sécurité. Il commence à douter. Non pas de toi, de lui. Est-ce que je fais assez ? Est-ce que je suis assez ? Est-ce que je vais la perdre si je ne change pas ? Cette évaluation silencieuse est dangereuse, car elle ne se dit pas, mais elle définit le traitement. Pendant que tu étais celle qui s'ajustait, il n'avait pas besoin de se regarder. Pourquoi ? Si le système fonctionnait en sa faveur, il n'y avait aucune raison. Mais il y a un point exact où tout change radicalement. Quand tu cesses de bouger pour maintenir la relation, l'attention se déplace. Tu n'es plus toi la variable instable, l'inconnue, celle qui peut faillir. Maintenant c'est lui. Ce déplacement intérieur n'est pas confortable, il est profondément confrontant. Il commence à ressentir quelque chose de nouveau, difficile à nommer. Sensation d'insuffisance, doute sur sa propre valeur, inconfort inexistant auparavant, question qu'il ne se posait jamais. Suis-je suffisant pour elle ? Cela ne se produit pas parce que tu le provoques, cela se produit parce que tu ne fais plus le travail émotionnel pour vous deux. Avant, tu compensais. Maintenant, quand quelque chose échoue, cela échoue. Cela oblige sa psyché à regarder vers l'intérieur. Et quelque chose d'important, cela ne se vit pas comme de la romance immédiate, mais comme un désarroi intérieur. Il peut sembler plus silencieux, plus pensif, plus prudent, même maladroit émotionnellement, non pas parce qu'il perd de l'intérêt, mais parce qu'il recalcule sa place. Avant, il évaluait. Elle m'attend, elle me comprend, elle reste. Maintenant, il évalue quelque chose de très différent. Que fais-je pour la garder proche ? Maintenant, sans s'en rendre compte, il commence à s'évaluer lui-même. Est-ce que je donne suffisamment ? Qu'offre-je réellement ? Que se passe-t-il si je ne change pas ? Que perds-je si elle n'est pas là ? C'est crucial. Personne ne s'auto-évalue tant qu'il se sent en position d'avantage. L'auto-évaluation surgit quand l'avantage disparaît, et tu as éliminé cet avantage quand tu as cessé de te trahir par amour. Ici, il y a quelque chose que beaucoup de femmes interprètent mal. Quand il commence à s'évaluer, il ne se rapproche pas toujours immédiatement. Il peut se retirer, douter, observer de loin. Pourquoi ? Parce que s'évaluer implique un risque, accepter qu'il n'est peut-être pas à la hauteur. Et la fierté masculine, si elle n'est pas travaillée, craint cela plus que perdre une relation médiocre. C'est pourquoi cette étape est si délicate. Ici, tu pourrais commettre l'erreur de le tranquilliser, de l'assurer que tout va bien, de minimiser ta position ou de lui rendre le contrôle. Si tu fais cela, tu annules le processus. Le message que sa psyché recevrait serait « Ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de changer ». Mais si tu ne le fais pas, si tu te maintiens ferme, humaine, présente, mais pas disponible pour maintenir le lien, quelque chose de puissant se produit. Son évaluation s'approfondit. Il commence à se comparer, à mesurer ce qu'il pourrait perdre, ce qu'il n'a pas su maintenir auparavant, la version de lui-même que tu ne valides plus automatiquement. Écoute ceci avec clarté. Quand un homme commence à s'évaluer face à une femme, c'est parce qu'elle a cessé de s'évaluer pour le mériter. C'est le pouvoir psychologique réel. Non pas parce qu'il humilie, mais parce qu'il éveille la conscience. Maintenant, passons aux pratiques. Pour que ce processus ne se brise pas, tu dois faire 3 choses fondamentales. N'accélère pas son processus intérieur. Ne demande pas « Qu'est-ce qui t'arrive ? À quoi penses-tu ? Que sommes-nous » L'évaluation a besoin d'espace, pas de pression. Ne le sauve pas émotionnellement. Si tu le vois confus, ne retourne pas le soutenir comme avant. C'était le schéma ancien. Ne recule pas pour soulager ton inconfort. Accepte ton inconfort. Ce moment t'incommode aussi parce que tu perds le contrôle sur le résultat. C'est là que se prouve ta cohérence. Si tu maintiens cela, quelque chose d'inévitable se produit. Le lien cesse de tourner autour de ce que tu donnes et commence à tourner autour de ce que lui peut maintenir. Cela redéfinit tout. Tu n'es plus en train d'attendre d'être choisi, tu es en train d'observer depuis ton centre. Tu ne démontres plus de valeur, tu opères depuis elle. Phrase clé, quand il commence à s'évaluer, tu ne compétitionnes plus, tu sélectionnes. Étape 6.
Comment maintenir cette position sans te durcir ni perdre ton essence? Arriver jusqu'ici n'est pas le plus difficile. Le plus difficile est de rester ici. Après tout ce qui s'est produit, la fracture, le changement de traitement, son investissement psychologique, son auto-évaluation, apparaît une tentation silencieuse, te durcir. Beaucoup de femmes confondent dignité avec froideur. Elles pensent que pour ne plus être celles qui cèdent toujours, elles doivent devenir inaccessibles émotionnellement, rigides, toujours en contrôle. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la défense. La véritable force se maintient depuis quelque chose de plus subtil. L'autorégulation émotionnelle avec le cœur ouvert. Maintenir cette position signifie que tu ne réagis plus depuis la peur de perdre, ni depuis la peur de ressentir. Tu ne t'anesthésies pas, tu ne te fermes pas, tu ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas. Tu continues d'être sensible, affective, profonde. La différence, tu ne te trahis plus pour maintenir un lien. Avant, ton essence était au service de l'amour. Maintenant, l'amour est au service de ton essence et cela change tout. Ici, beaucoup de femmes retournent en arrière sans s'en rendre compte. Non pas parce que l'autre manipule, mais parce que la paix leur semble étrange. Elles étaient habituées à l'intensité, au va-et-vient émotionnel, à l'adrénaline du « que va-t-il se passer ?» Quand cela disparaît, surgit la question « et s'il n'a plus besoin de moi ?» La réponse est celle-ci. Il n'a plus besoin de toi pour se maintenir. Et c'est exactement ce qui te rend éligible. Maintenant, tu n'es plus un refuge, tu es un choix. Maintenir cette position implique d'accepter quelque chose d'important. Tout le monde ne restera pas. Certaines personnes partiront, non pas parce que tu es trop, mais parce que tu n'es plus commode. Et ce n'est pas une perte, c'est une épuration naturelle. Maintenant, la partie pratique est puissante. Pour ne pas retourner à l'ancien rôle, tu dois maintenir 3 habitudes internes. Cesse de t'avancer émotionnellement. N'imagine pas de futur. Ne complète pas d'intention. Ne projette pas de changements qui ne se produisent pas. Reste avec ce qui est. Deuxièmement, apprends à réguler ton système nerveux avant de prendre des décisions importantes. Si tu te sens accélérée, anxieuse ou effrayée, arrête-toi. La cohérence naît du calme, non de l'urgence. Troisièmement, choisis depuis ton corps, non depuis la fantaisie. Si quelque chose te serre la poitrine, te tend l'estomac ou te vole la paix, ne l'ignore pas et ne le rationalise pas. Écoute-le. Cela ne te rend pas froide, cela te rend honnête avec toi-même. Et ici, se produit quelque chose de très puissant. Quand tu maintiens cette position, ton essence ne s'éteint pas, elle s'organise. Ta douceur cesse d'être un sacrifice. Ton amour cesse d'être une négociation. Ta présence cesse d'être garantie. Tu commences à aimer sans te perdre, à donner sans te vider, à être sans disparaître. Et cela génère un effet clair chez les autres. Soit ils s'élèvent, soit ils tombent seuls. Tu ne poursuis plus, ne démontres plus, ne maintiens plus par peur. Tu es simplement depuis ton centre, depuis ta dignité, et cela ne peut être ignoré. Conclusion, ce que tu viens d'apprendre n'est pas une technique pour que quelqu'un revienne. C'est un réagencement intérieur pour que jamais plus tu n'aies à t'abaisser pour être aimé. Quand ta dignité est plus forte que ton amour, quelque chose change. Tu ne choisis plus depuis l'espoir, tu choisis depuis ton standard. Et de là, l'amour qui arrive ne te brise pas, ne te confond pas, ne te réduit pas. Il t'accompagne et t'élève. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Ma dignité guide mon amour. Écris-le, lis-le à voix haute, car en le disant, tu commences à le vivre. Si ce message t'a marqué, manifeste-le en laissant votre soutien, rejoignez-nous et restez informés pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans cette démarche, vous pouvez nous rejoindre pour accéder à des contenus exclusifs, obtenir des réponses personnalisées à vos questions,
participer aux décisions concernant les prochaines publications et bénéficier d'un accompagnement plus rapproché dans votre parcours de transformation. Mais ne partez pas encore. D'autres contenus tout aussi précieux vous attendent avec des enseignements de très grande valeur. Je vous retrouve dans celui que vous choisirez, car votre transformation se poursuit ici et maintenant.